Monsieur Hamdi, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Écoutez, dans un premier temps, ce qui serait, je pense, utile, c'est que vous nous parliez du contexte de la campagne céréalière marocaine d'aujourd'hui, 2019-2020. Comment ça se passe, comment se comportent les importateurs, quels sont vos besoins, bon, d'une manière De manière grossièrement. très claire. Merci Yann pour cette invitation et je remercie aussi tes pairs de France Export Céréales de me permettre de m'exprimer dans une conjoncture, dans un contexte qui est particulier aujourd'hui. Alors, au niveau du Maroc, nous avons essentiellement connu une récolte très moyenne, disons, sur la campagne qui s'achève, très moyenne, si pour ne pas dire médiocre, où nous avons été amenés à inviter l'ONICED et le gouvernement marocain à ouvrir un peu plus tôt les frontières avec beaucoup de pression. Donc nous avons eu un niveau de récolte qui avoisinait à peu près les 1 million, 1 million de collectes qui rentraient dans le circuit de distribution. Et donc nous avons dû sortir sur des marchés étrangers pour acheter. En début de campagne, nous avons été confrontés aux droits de douane. Donc, essentiellement, on nous a imposé un niveau de droits de douane qui était de 30%. Et donc, sur cette base-là, le premier levier, la première intervention du gouvernement marocain a été de lancer en premier lieu les accords de libre-échange. Alors, le premier appel d'offres a été celui des Américains, qui n'a pas été concluant vu qu'il n'était pas compétitif. Et le deuxième, et là je te remercie parce que tu avais intervenu intervenu auprès des autorités pour les sensibiliser sur la chose, nous avons pu aussi bénéficier des accords de libre-échange qui nous liaient avec l'Union européenne. Et donc, ça nous a permis de procéder à une importation d'à peu près 260 000 tonnes de blé d'origine France. Sur une quantité globale, il faut le dire, sur une quantité globale d'à peu près de 842 000 tonnes qui étaient rentrées sur cette période qui allait du 1er octobre jusqu'au fin septembre. Alors, sur le marché international, pendant cette période-là, les marchés avaient augmenté, les prix ont été haussés, et donc nous avons, avec le gouvernement marocain, décidé de suspendre les droits de douane à partir du 1er janvier 2020. Ce qui s'est répercuté sur le mois de décembre avec une baisse des importations marocaines de manière à ne pas se retrouver avec des stocks beaucoup plus chers qui allaient être reportés sur le début de l'année. La situation actuelle a fait que nous nous retrouvons aujourd'hui, nous sommes le 25 mars, là, 25 mars, avec des stocks assez tendus au Maroc. Donc, des stocks assez tendus qui se conjuguent avec la situation actuelle que connaît le monde entier. Et donc... sécheresse, et nous connaissons une sécheresse, donc nous tablons sur une récolte, pour ne pas dire quasi nulle, mais epsilonienne. Donc, et donc nous nous interrogeons sur l'utilité de fermer ou de ne pas fermer les frontières. Donc aujourd'hui, nous allons garder nos frontières ouvertes jusqu'au 15 juin, mais c'est à titre provisoire. Il se peut que nous ne fermons absolument pas nos frontières, mais dans le contexte actuel, ce qui a été communiqué par le gouvernement, c'est que nous fermons le 15 juin, de manière à permettre aux importateurs d'amener le maximum de blé, essentiellement de l'étranger, de blé et de céréales. Nous avons connu sur la période d'octobre à fin février une présence de l'origine française assez importante. Donc nous sommes à des niveaux de chiffres, donc ça représente en pourcentage un peu plus, presque 60% des importations qui viennent de France, ce qui veut dire que nous avons des rapports et nous avons des liens très profonds avec nos amis français en termes que ce soit au niveau de la qualité ou que ce soit au niveau de la disponibilité par rapport à cela. Voilà. Combien il reste ? Donc, avec cette situation, nous avons évalué nos besoins du fait que nous avons des stocks tendus. Et donc, sur la période allant de mars à la fermeture de frontières, nous tablons sur une entrée d'un peu plus de 2 millions de tonnes
qui doivent arriver au Maroc, bien effectivement de l'étendre, qui doit arriver au Maroc avant fin mai. Donc, et avoir d'autres quantités qui arrivent jusqu'à la mi-juin. Donc nous visons près de 2 millions de tonnes. Sur ces 2 millions de tonnes, aujourd'hui, nous avons couvert à peu près 1,4 million. 1,4 million. L'origine France est prédominante, donc je pense que elle représente un peu plus de 70% des importations qui sont celles de l'origine France. Et dans le cadre de la sécheresse, le gouvernement marocain a lancé un programme de sauvegarde du cheptel pour couvrir le cheptel en orge. Et donc, encore une fois, l'origine France, en termes d'orge, est l'origine la plus favorisée, tout en sachant que sur la campagne 2019-2020, nous avons réalisé un tonnage très important en orge et qui continue dans cette dynamique du fait de la proximité et de la qualité des orges françaises. Donc, pour être plus précis, donc de janvier 2019 à février 2020, nous avons réalisé à peu près un peu plus de 530 000 tonnes d'orge, donc 460 000 tonnes d'orge française. Les vendeurs parlent comme ça, et lorsqu'on en parlait avec eux il n'y a encore pas très longtemps, le Maroc pour eux c'est un marché de prix pour une qualité standard. Alors, vous en pensez quoi ? En termes de comportement d'achat, vous achetez des prix, des qualités, pourquoi ? Quel est votre mode opératoire ? Alors, ce qu'il faut savoir au Maroc, c'est que je pense que nous sommes les seuls pays du Maghreb où ce sont les opérateurs privés qui achètent. Donc, et nous avons un office qui est là pour réguler, suivre les importations, tirer la sonnette d'alarme quand il y a des problèmes d'approvisionnement. Donc, nous sommes dans un cadre libéral dirigé, pour dire que c'était peut-être une aberration, mais c'est le mot qu'il faut utiliser. Un cadre libéral dirigé, où nous avons l'exercice, la liberté d'importation et de céréales, mais à côté de ça, nous avons un cadre qui est initié par l'ONICN, qui ne nous permet pas d'avoir la visibilité nécessaire. Donc on se dit avec un certain nombre de contraintes qui sont posées, quelle est la meilleure stratégie pour nous, de manière qui nous permet de nous positionner sur les marchés internationaux pour acheter des céréales. Comment est-ce qu'on doit procéder, qu'est-ce qu'on doit faire et comment est-ce qu'on doit fonctionner, de manière à ce qu'on soit en phase et qu'on puisse saisir un certain nombre d'opportunités d'achat, sachant que nous n'avons pas de visibilité sur l'ouverture l'ouverture des frontières à l'import et la fermeture des frontières par la suite à l'import. Donc comment est-ce qu'on fonctionne ? Donc nous sommes en fin de campagne. Nous avons un besoin en matière parce que nous n'avons pas une visibilité ou une réalité de ce que nous allons collecter, que ce soit en termes de qualité, de quantité au niveau de la production locale. Donc notre premier réflexe avant la fermeture des cloisons, c'est que les Marocains sortent pour acheter, pour constituer des stocks qui nous permettent de tenir jusqu'à la réouverture des frontières. Et donc, d'une manière générale, vous allez constater dans vos chiffres et dans les niveaux des exportations qui sont réalisées pendant une période donnée sur les périodes de mars-avril, qui sont toujours très importantes. Donc, c'est la constitution de stocks de céréales, import de qualité, qu'ils soient français ou autres par rapport à ça. Ah. Par la suite, les frontières sont fermées. Comment on fonctionne ? Donc, on se positionne sur le marché en achetant des primes qui sont indexés sur le matif pour des exécutions, que ce soit pour septembre, octobre, ainsi de suite. Donc, on fonctionne de cette manière-là. Et donc, ce manque de visibilité qui nous est imposé par le système, la manière dont le pays gère actuellement les importations de céréales, l'approvisionnement du pays en import de céréales, nous amène à ce type de comportement. L'autre question qui se pose pour nous, c'est, pas l'autre question, c'est que nous sommes aussi en train de nous interroger sur la manière dont fonctionnent nos amis français par rapport à ça. Nos amis français ont une moisson qui vient juste après la moisson de mer Noire. Et donc, sur une période donnée, nous avons une forte, au niveau d'une période donnée, nous avons une forte offre
émanant de pays concurrents qui sont essentiellement l'Ukraine et la Russie, qui rentrent en concurrence avec le blé français, et les offres d'un certain nombre de chargeurs nous donnent des offres optionnelles où le français est à côté de l'ukrainien, du russe, de l'argentin, ainsi de suite. Et donc sur cette première tranche d'importation, quand nous achetons de manière optionnelle, nous n'avons pas de visibilité réelle sur l'origine par rapport à ça. Une fois que le marché se décante à partir du mois de septembre, octobre, et que nous avons une visibilité sur l'évolution des prix les prix sur le marché international, nous constatons qu'il y a une demande qui est essentiellement dirigée vers l'origine française. Voilà. Concernant nos clients et concernant la minoterie, nos clients, les gens qui s'adressent ce blé-là. Alors, comme j'ai pu le dire, les minotiers marocains sont des champions dans les mélanges. Donc, ils ont, d'une manière générale, pris l'habitude d'utiliser plusieurs variétés de blé, d'origine de blé, pour pouvoir avoir une mouture qui leur permette d'offrir sur l'année une qualité standard qui soit bonne et qui soit régulière, ainsi de suite. Et le premier réflexe, sinon je dis la base de différentes moutures, aujourd'hui dans nos habitudes, c'est le blé français. Le blé local aussi. La base de la mouture. Donc nous avons un blé français, qui est une référence à ce blé où nous n'avons pas de surprise. Nous n'avons eu jamais de mauvaise surprise. C'est-à-dire autant que du fait que nous sommes toujours en contact avec nos amis français, donc nous avons des manifestations qui viennent nous présenter chaque année la qualité de la production française, et donc c'est un blé pour nous, c'est une origine pour nous qui nous garantit une certaine quiétude, une certaine sérénité dans nos moutures. Donc le blé français est à la base un blé que nous conjuguons, que nous mélangeons essentiellement avec le blé local par rapport à cela. Viennent par la suite les autres origines, donc les autres importations que nous faisons. Et là, d'une manière générale, c'est ce qui ressort d'un certain nombre d'opérateurs. Nous avons des origines qui sont sécurisées et sont stables. Donc, je dirais, on pourra parler de l'origine française, on pourra parler certaines années de l'origine allemande, on pourra parler aussi des origines américaines, où le blé quand même est gradé certain, et nous avons d'autres pays qui exportent, qui ne sont pas exportateurs, qui ne sont pas réguliers tant au niveau qualité, ils peuvent être sur le plan des spécifications qu'on nous envoie performants, mais dans la réalité c'est autre chose. À titre d'exemple, cette année, les personnes qui ont importé du blé ukrainien se sont retrouvées avec un blé qui n'était pas aux normes et qui a posé beaucoup de problèmes aux minotiers marocains. Donc c'est un blé qui a eu du mal à être utilisé, et les chiffres reflètent à peu près le niveau d'importation de blé ukrainien, reflètent cette réalité. Qu'est-ce que les importateurs, les industriels marocains pensent de l'origine française? Est-ce qu'ils sont contents de la qualité du blé français? Est-ce qu'ils sont contents des relations commerciales qu'ils ont avec les opérateurs français? Alors, en ce qui concerne l'origine française et la qualité française, donc, d'une manière générale, nous sommes satisfaits. Donc, nous n'avons pas de surprise, et c'est une origine sécurisante, stable, régulière, sécurisante. Ce qu'il faut dire encore, c'est que nous avons cette tradition. Je pense que ce terme de tradition de relations céréalières entre le Maroc et la France est importante, et c'est un capital, si ce n'est un fonds de commerce pour les agriculteurs français. C'est très important de relater ça. Nous avons une culture, nous sommes pour une grande partie en acculturation, mais nous avons une culture française, nous parlons le même langage que vous. Les grandes pâtisseries, les premières boulangers qui sont là, c'était des Français. Donc nous avons été formés par l'école française de boulangerie et de pâtisserie. Au niveau de la meunerie, c'était la même chose. Les premiers moulins qui étaient venus au Maroc, c'est les grands moulins de Paris, ça s'appelait les moulins du Maghreb. Et donc c'est une culture et c'est une tradition qui est là, il ne faut pas la perdre.
Et donc ça, c'est du sécurisant, c'est du sérieux, c'est un lien qu'on peut pas, qui ne pourra jamais être coupé. Il y a un truc. On mange des baguettes ici. Voilà. Donc, comme vous savez, nous avons un pain rond, nous avons des baguettes, nous avons des pains spéciaux, nous avons de la mie de pain, nous avons tout ce que vous avez là-bas. Et nous sommes de très grands consommateurs de pain par rapport à cela. Donc je pense que nous consommons beaucoup plus de pain que les Français consomment de pain. Voilà, par rapport à ça. Alors, l'autre aspect qu'il faut tenir en compte, c'est qu'il y a une proximité. Il y a une proximité culturelle, une proximité géographique. Pour nous, dans notre tête, dans notre manière de réfléchir, nous pensons que la France est un espace c'est un espace qui peut détenir, je mets la forme entre guillemets, qui peut être une manière pour nous d'avoir un stock de sécurité qui est localisé en France. Donc pour nous, dans notre manière de réfléchir, nous disons, s'il y a un problème, la France est juste à côté. En 4-5 jours, nous pouvons avoir un bateau de Français qui vient ici. Quand on définit un modèle économique ou une stratégie pour un business model, un modèle économique pour décliner sa stratégie, nous avons un certain nombre d'attributs de valeur. Parmi ces attributs de valeur, il y a le prix. Il y a un prix. Ça, c'est une variable qu'on met de côté, mais elle est pour tout le monde. Donc, si on venait à se battre uniquement sur le prix, et d'autant plus que ces prix-là répondent à une logique de marché sur des bouges par rapport aux bourses de matières premières, ainsi de suite, nous avons d'autres attributs. Parmi ces deux autres attributs, il y a effectivement la qualité. Donc, c'est une force, c'est les Français, ils ont une qualité constante, connue, maîtrisée, et qui épouse et qui se conjugue à nos besoins et à notre mouture avec le blé local. Nous avons un attribut de valeur qui est très important, c'est la logistique et la proximité. Donc, à valeur d'aujourd'hui, nous savons qu'en l'espace de 5 jours, 6 jours, nous pouvons charger et alimenter notre pays en céréales. Nous avons un autre attribut de valeur qui est aussi important au niveau de cette matrice, c'est que nous achetons en prix et que le matif est porté essentiellement par l'Union européenne, mais essentiellement par les Français par rapport à ça. Et donc ça nous permet d'avoir des contrats qui soient clairs, cohérents et qui protègent à la fois les vendeurs et les acheteurs. Et c'est quelque chose que les autres pays comme les Ukrainiens ou les Russes ont du mal quand ils essaient de vendre en direct de mettre en place, même s'ils vendent sur la base de contrats indexés par rapport à cela. Et donc c'est une manière de proposer, de permettre à nos amis français, à agriculteurs français, de vendre plus. Donc il y a cette partie logistique, cette partie présence aussi, il faut le dire, Yann, tu es présent ici. Et donc tu es l'interface, tu es à la fois l'ambassadeur de France Export Céréales, mais je pense que tu es beaucoup plus l'ambassadeur des opérateurs marocains en termes d'échange et d'apport, et des fois aussi la personne qui tire la sonnette d'alarme quand il y a quelque chose qui ne va pas dans ce sens-là, et on te remercie. Ce qu'il faut garder à l'esprit, donc il y a ces attributs de valeur qu'il faut affiner. Vous avez aussi dans votre modèle économique, dépassé la simple relation de vendeur, de transaction. C'est-à-dire la présence France Export a fait énormément de choses au niveau de la meunerie, énormément de choses au niveau de la boulangerie. Donc ça ne vient que renforcer et créer un avantage certain pour l'origine française. Et donc c'est quelque chose, il faut le dire, il faut le reposer, il faut le dire. Ça, c'est un avantage et c'est quelque chose que vous devez maintenir. À côté de cela, il y a nous. Donc nous sommes conscients de tout ce qui a été mis. Et notre dilemme, ici actuellement au Maroc, en termes de stratégie d'achat, c'est de dire, voilà, nous avons des contraintes, comme j'ai dit tout à l'heure, de visibilité. Nous avons des appréciations différentes des évolutions de marché à qualité égale. Donc nous achetons en prix, nous achetons un droit logistique pour charger une qualité sur une planche donnée, et nous avons une panoplie d'offres qui viennent. Donc comme je vous ai dit, il y a des mers noires avec les Russes, les Ukrainiens, qui ne sont pas standards, mais qui viennent à la charge. Et j'invite moi mes amis français à prendre quand même ça au sérieux. C'est-à-dire que
Est-ce que l'idée de sécuriser un approvisionnement, bon, il y a un stock qui est disponible, mais est-ce qu'on peut aller plus loin? C'est-à-dire on peut vous faire un stock disponible d'un mélange de variétés qui correspondra à une utilisation particulière? Alors la question, est-ce que nos amis français peuvent nous faire du sur-mesure? Je pense que c'est une bonne idée. Ça va venir, mais je pense que dans le contexte présent actuellement, ça ne pourra pas être totalement d'actualité. Par contre, nous avons déjà travaillé différemment. Ce qu'on avait demandé à un certain nombre de nos partenaires français, c'est quand on achète une qualité, par rapport au type de farine qu'on voulait, on leur demandait de nous donner tout ce qui était correcteur et additif qui pouvait aller pour pouvoir corriger notre blé de manière à produire une farine qui était en conformité aux besoins du boulanger ou de la ménagère. Donc ça avait été développé, on avait fait quelques tests, ça a marchonné, mais par la suite, c'était une petite niche. Par contre, ce qui serait peut-être souhaitable que nos amis français explorent davantage, c'est que nous avons une activité industrielle, de biscuiterie industrielle, et nous achetons du biscuit, du blé biscuitier qui a un faible W, donc qui correspond. Et le réflexe que nous avons, c'est que nous adressons soit pour chercher du soft américain, soit nous allons chercher un petit peu du blé, quelquefois du blé anglais et encore. Mais un blé, moi, c'est une niche qui est importante, d'autant plus que les besoins de marché est un marché qui demeure très étriqué. Et donc l'origine française... les droits de douane qui sont... Oui, et l'origine française est une origine de proximité. Et l'avantage par rapport à ça, c'est que le blé biscuitier n'est pas soumis aux mêmes contraintes de droits de douane qui sont sur le blé tendre normal. Nous avons des accords de libre-échange et des contingents qui sont donnés directement à l'industrie, aux biscuitiers, pour qu'ils puissent procéder à l'importation directe via un importateur, via les importateurs nationaux, pour importer cette qualité. Et donc j'invite nos amis français à se pencher sur cette niche qui demeure importante, qui est là et qui va s'élargir au fur et à mesure de nos besoins. Bon, merci pour votre participation. Merci pour tous ces échanges. Si vous aviez un message particulier à adresser à nos professionnels français, je vous en prie, c'est le moment. Alors moi, ce que je dirais, on a besoin de vous. On a besoin de vous. On a besoin que vous vous rapprochiez davantage de nos minotiers, de nos opérateurs, que vous les partagez avec eux essentiellement leurs contraintes, leur quotidien, dans leur mouture, dans leur appréciation. Vous savez, le contact avec la terre et avec le grain, c'est un contact particulier, donc chacun va vous donner un petit peu son appréciation et sa manière de fonctionner. Donc vous avez tout pour vendre davantage sur le Maroc. Nous avons tout pour être satisfait de votre qualité. Et donc mon souhait, c'est que nous puissions développer davantage notre partenariat et que les Français puissent être au rendez-vous. Je sais que c'est très délicat, très difficile à faire, au rendez-vous en même temps que vos principaux concurrents, c'est-à-dire la mer Noire, pour nous faire des offres sur cette même période. Voilà, par rapport à ça. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que ce qu'il faut garder dans l'esprit, c'est que le Maroc est rentré dans une certaine dynamique de changement. Et qu'aujourd'hui, avec la crise actuelle, c'est un changement, ça va être totalement une rupture. Une rupture dans notre manière d'agir et de gérer le secteur. Ça, c'est une vérité. Et au niveau de notre interprofession, nous sommes conscients aujourd'hui d'une chose, et que le message qui a été véhiculé par notre fédération depuis plus de 3 ans aboutit. Aujourd'hui, nous sommes conscients que le Maroc n'est pas en mesure de produire et d'être autosuffisant. Ça, la problématique du Maroc, c'est de sécuriser ses approvisionnements. On est clair dessus. C'est un point. Alors comment peut-on construire un modèle par rapport à ça? Aujourd'hui, nous avons une vision qui est étriquée et nous avons un cadre réglementaire qui est en déphasage avec la réalité. Nous avons des outils aussi de couverture et de protection qui ne nous permettent pas d'être sur un certain nombre de standards internationaux pour gérer et couvrir nos stocks ici par rapport aux fluctuations du marché. Donc ce qui est en train de se dessiner, ce
qui est en train de changer. La rupture va se faire dans notre manière de gérer notre stock de sécurité. Aujourd'hui, le Maroc gère des flux de quantité et dit que c'est des stocks sécuritaires, alors que la définition d'un stock de sécurité est particulière. Alors, la dynamique dans laquelle on est en train de s'inscrire est la suivante. Nous allons dans un principe totalement basique. On va dire que toute la récolte nationale, tout ce que va produire le Maroc va être adressé à des organismes stockeurs qui vont constituer les stocks de sécurité pour l'État qui vont être régulés, de manière à donner le plus de visibilité et permettre l'ouverture de manière sur, disons, une ouverture au moins de 10 mois sur l'année aux importations. Ça, c'est une phase. Et on voudrait que nos amis français s'inscrivent dans cette réflexion, cette démarche. C'est une opportunité qui s'adresse au marché français et aux agriculteurs français qui peuvent saisir, c'est-à-dire qui peuvent nous accompagner à la fois dans la régularité et dans la disponibilité et dans leur potentiel logistique pour adresser des volumes importants au Maroc, que les agriculteurs et que toute la diplomatie céréalière française puisse se rapprocher et confirmer et verrouiller tout ce qu'elle a fait consenti comme investissement et comme accompagnement et comme transfert de savoir-faire, que ce soit au niveau de la meunerie ou que ce soit au niveau de la boulangerie, ce qui est très important. Et donc c'est ce qui va construire et qui va nous permettre d'avoir un modèle, un business model purement français qui va se différencier des autres offres et structures des autres business models, ce qui est quelque chose de très important par rapport à ça. En termes de variété, le Maroc, dans le cadre du plan Maroc vert et dans le cadre de ce qu'il fait, a développé un certain nombre de bassins céréaliers et encourage un certain nombre de variétés de semences particulières pour produire une qualité, le minimum, c'est-à-dire entre guillemets le minimum sur lequel nous pouvons. Donc nos amis français et nos agriculteurs français doivent se rapprocher pour nous accompagner et pour voir par rapport aux variétés de semences que nous allons développer, actuellement qui sont en développement et en essai, quelle serait peut-être dans l'avenir la variété qui va le plus se rapprocher par rapport à ça. Alors, il y a eu, ça je tiens à le dire, sur deux aspects. Il y a quelque chose de particulier et qui est magnifique. Je dis que c'est magnifique. Je suis importateur, je suis transformateur et durant les années fin années 90, c'est-à-dire au début des années 2000, j'étais importateur d'orge, grand importateur d'orge, et j'importais des orges blanches de Turquie, parce que je n'en trouvais nulle part ailleurs. Et depuis bientôt maintenant 3 ans, 4 ans, je suis content que la France nous offre une très belle orge, qui est blanche, que nous utilisons à la fois pour nos orgeries, pour la fabrication de ce moule d'orge, ainsi de suite, et d'autres qui sont vendus en l'état sur les souks et les marchés traditionnels, qui sont à la fois utilisés pour préparer un certain nombre de mets et de plats marins. Ça, c'est l'autre chose. Sur l'autre volet, sur lequel aussi les Français peuvent nous aider, c'est une expérience que je souhaiterais partager avec vous. Nous avons fait des essais avec du blé soft américain, qui est un blé biscuité, et que nous l'avons incorporé à des quantités, à un dosage réduit dans notre mouture, et ça nous a permis de donner une farine beaucoup plus blanche et beaucoup plus brillante, qui avait un aspect visuel très bon et qui plaisait à la fois à la ménagère et qui permettait aussi aux boulangers, au-delà des qualités spécifiques et intrinsèques de cette farine, de donner une très bonne chose. Et donc j'invite les Français, au-delà de la petite niche sur le blé biscuité qu'ils peuvent capter, elle est là, elle est captée par d'autres alors que vous êtes tous à côté, de développer la partie biscuiterie, mais aussi de vous intéresser comment améliorer en termes de mouture, en termes d'aspect de la farine qui découle de votre blé, en utilisant certaines variétés qui donnent un aspect visuel à nos farines. Je sais que ça va être une qualité pure perçue plutôt qu'une qualité qu'autre chose, mais qui est importante dans les habitudes d'achat et dans les habitudes de notre ménagère. Voilà ce que je souhaiterais vous dire. Voilà, ça fait, sans rentrer dans le... Et t'as ton poussin